Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité dans Libre Ensemble. On va vous parler d'une exposition. Aujourd'hui, l'expo Clito qui se déroule en ce moment et jusqu'au 7 juin à l'Université libre de Bruxelles. Une expo dont on va parler donc aujourd'hui sur le clitoris, son histoire, sa représentation à travers les siècles, mais surtout cette question, pourquoi cette confiscation politique du plaisir des femmes depuis tant et tant de siècles. Et pour en parler aujourd'hui, pour me dire un petit peu si c'est pas vulgaire de parler du clitoris comme ça, impunément, je suis contente de recevoir Natacha Delocte. Tout d'abord, bonjour Natacha. Bonjour, bonjour. Vous êtes autrice aux éditions Le Nez à Nez et artiste pluridisciplinaire. Vous venez de sortir ce livre également, Le Clito quoi. Vous êtes aussi dans l'organisation, comment est-ce qu'on dit, de cette commissaire bien sûr de cette exposition avec Laurence Rosier. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes vous autrice, linguiste et professeure d'analyse du discours à l'ULB et donc commissaire avec Valérie Piette et Brigitte Van de Kerkhove et Natacha de cette exposition Clito. Et puis Alexandra Detro également. Bonjour Alexandra. Vous êtes psychologue clinicienne et sexologue et vous avez mis votre petit grain de sel également dans cette expo. J'ai envie de demander à Natacha et Laurence, pourquoi cette expo? D'où vous est venue l'idée de créer cette expo, de monter cette expo Clito? Alors en fait, j'ai commencé par écrire un livre pour enfants à portée pédagogique qui s'appelle Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette. Et on n'avait pas trouvé d'éditeur à l'époque à cause du sujet. Le sujet choquait encore. C'était en 2007 et puis j'ai réessayé en 2017. Et donc, parler de zézette aux enfants, c'était déjà même en 2007-2010. Non, c'est ça. Mais en 2017, j'ai eu plus de réponses avec des encouragements, mais toujours aucun éditeur qui voulait se mouiller. Et si on peut dire ça comme ça. Et du coup, j'ai commencé tout un travail un peu ludique à partir du clitoris parce que je trouve que c'est quand même très important pour la femme de savoir qu'elle en a un, et même pour l'homme aussi. Oui. Et puis, en faisant une exposition, Brigitte est venue me voir en me disant qu'elle faisait des clitoris également en céramique. Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa d'exposer ensemble. Puis on s'est dit que ça pouvait être sympa de le faire dans un endroit où il y avait des étudiants. Puis à ce moment-là, évidemment, j'ai pensé à Laurence, que je connaissais, qui avait déjà fait l'expo porno et l'expo salope à l'ULB. Voilà, la vulgarité, enfin, dis donc. Je m'y connais. Ah ben dis donc Laurence, là on y va là. Salope, vulgarité, maintenant clitoris. Vous aviez trouvé la bonne personne. Oui, complètement. Et puis alors, Laurence en a parlé à Valérie Piette, qui était aussi tout de suite très partante. Et puis voilà, ça fait quand même 2 ans qu'on y travaille pour le choix des artistes et tout ça. Je n'ai pas précisé, 19 artistes exposent, ont prêté leurs œuvres et ont aussi créé pour l'exposition? Oui, il y en a beaucoup qui pour l'exposition, pour le thème de l'exposition, on fait même si c'était déjà, même si les artistes étaient déjà dans une démarche de parler de l'intime, il y en a plusieurs qui ont fait des œuvres spécifiquement pour l'exposition. Laurence, donc 2 intérêts, grands intérêts pour cette exposition, c'est que les œuvres sont superbes, je peux en témoigner, je l'ai vu, mais la thématique a son importance aussi, puisque le clitoris, on ne le connaît pas depuis si longtemps que cela. On a l'impression que, il est sur des planches anatomiques depuis longtemps. Non, c'est en 98 que la dissection de clitoris d'une chercheuse américaine, si je ne me trompe pas, vous allez m'expliquer tout ça, a pu permettre de mieux connaître le clitoris. Oui, mieux connaître pour le grand public, parce qu'en fait, depuis que l'on dissèque des cadavres, on avait repéré le clitoris. Donc à la Renaissance, on sait déjà, on voit déjà la forme qu'il a aujourd'hui, sa forme un peu de petit personnage. Le mot existe aussi depuis très longtemps, mais vous avez parlé de vulgarité. C'est vrai qu'on disait, par exemple, Aristote dit le myrton. Donc le fruit. Et donc il y a toute une tradition d'euphémisation parce qu'en fait, quand on parle du clitoris, on ne peut pas parler de reproduction. Pendant des siècles, on va essayer dans les anatomies de lier le rôle du clitoris à celui de l'utérus. Ou bien alors, on voit bien quand même qu'il y a du plaisir là-dedans, mais alors on va dire c'est les femmes débauchées, ou bien ce sont les amours saphiques. Mais on a longtemps cru que le clitoris avait une incidence sur la fécondité. Oui, bien sûr, on liait son rôle à celui de l'utérus. Et donc, si la femme jouissait, voilà, elle fécondait, elle fécondait. Oui. Et quand, progressivement, la science a exploré et a vu que ce n'était pas le cas, il y a eu une invisibilisation dans l'espace public, et notamment dans le domaine scolaire, puisqu'on sait que la biologie, l'anatomie,
par là normalement qu'on l'apprenait. Et c'est clair que l'idée du clitoris, c'est vrai que les gens pouvaient dire une expo sur le clitoris, rassurez-vous, il y a du pénis, de la vulve, du vagin, des ovaires. Et oui, le clito n'est pas tout seul, il n'est rien tout seul. C'est une manière d'envisager la question en effet de la sexualité des femmes, de l'intimité sur la place publique. C'est vrai que dire des mots comme ça aujourd'hui, on voit bien les youtubeuses, les chroniqueuses, elles en ont des ovaires et elles vont le dire sur la place publique et parfois on va les ramener. Tu ne parles pas le beau langage, mais dire clitoris, c'est pas une insulte. Mais clitoris, ça vient d'où, vous qui êtes linguiste? Alors, il y a beaucoup d'origines possibles, mais le mot clitoris, au IIe siècle après Jésus-Christ, existe déjà et c'est l'idée quand même du verbe aussi clitoriser, qui veut dire se chatouiller voluptueusement. Donc, alors il y a des idées aussi, il y a des étymologies qui disent que c'est une petite colline, mais ça a été, on l'a changé. Évidemment, l'étymologie était construite avec ce qu'on voyait. Donc on va avoir toute une série de dérives de mots d'argot aussi, par exemple le petit bouton, etc. Oui, parce qu'on ne connaissait pas l'anatomie. Le dessin justement que nous portons fièrement au revers de nos vestes, c'est l'entièreté du clitoris qu'on connaît depuis peu de temps finalement. On voit toujours le petit bouton, comme on dit, qui est plutôt extérieur. Et c'est là-dessus que les artistes ont joué, sur cette forme-là, Natacha. Vous aussi d'ailleurs, tout votre livre, vous faites parler en fait le petit clitoris avec cette forme-là. C'est un livre au nom du clito. Donc c'est le clito qui parle et que j'ai transformé en petit personnage. On en apprend beaucoup. Super, oui. En fait, c'est vrai que on a dû faire tout un dossier pour présenter l'expo à l'ULB, pour avoir des financements et tout ça. Et donc c'est vrai que je me suis dit avec tout ce savoir, maintenant, il faut en faire quelque chose. Et j'avais commencé par faire un petit gif animé avec le personnage. Et puis, au fur et à mesure que j'en apprenais, j'ai rajouté l'une ou l'autre page. Et puis, finalement, ça fait un bouquin de 168 pages, je crois. Allez, on va un peu plonger dans cette exposition, parce qu'on y a retrouvé Sylvie Losberg, qui proposait une conférence animée. Sylvie Losberg du Centre d'action laïque, historienne, militante féministe. Elle y abordait la manière dont les sociétés patriarcales ont historiquement contrôlé. On en reviendra justement juste après dans ce plateau et définit le corps féminin. Donc on retrouve Sylvie Losberg. Et puis vous, tout de suite après. Ici, l'exposition, elle se concentre sur le clitoris. Et le clitoris, c'est un organe qui n'a qu'un seul objet, finalement, qui est le plaisir. Il ne sert à rien d'autre qu'au plaisir. Et quand l'Église catholique et les médecins se sont rendus compte de ça, eh bien, ils ont séparé plaisir et reproduction. Auparavant, on pensait qu'avoir du plaisir, ça favorisait la maternité. Et donc, on voit bien que là, l'instauration d'une société basée sur la famille, qui est donc la société que l'on connaît, patriarcale, va venir empêcher les femmes d'avoir du plaisir, parce que si elles ont du plaisir sans faire des enfants, évidemment, eh bien, elles échappent au contrôle, elles échappent au pouvoir. Il faut se rendre compte qu'à partir du moment où il y a eu la contraception, et donc on a pu faire l'amour sans avoir le risque d'être enceinte, il y a eu non seulement, bien sûr, des études, on sait bien, McKinsey, etc., sur la sexualité des femmes, et puis vous avez eu les femmes des années 60 et 70 qui ont pris le pouvoir sur leur corps. Donc c'est les grandes batailles pour le droit à l'avortement, l'autogestion de son corps. Et malheureusement, on peut dire qu'à la fin du XXe siècle, il y a eu de nouveau une reculade sur cette question. Et on voit même maintenant encore que à partir du moment où il y a une réappropriation de cet intime par les femmes, eh bien, de nouveaux discours comme les tradwives, les femmes traditionnelles, viennent remettre les femmes dans la cuisine, je vais dire, et dans un lieu clos qui est celui de la famille et de la maison. Donc on n'est jamais à l'abri d'un retour de bâton, mais je pense qu'enfin aujourd'hui, clairement, le savoir est à disposition, et cette exposition est en cela formidable parce qu'elle montre non seulement qu'il s'agit d'un savoir, mais aussi d'un savoir créatif, d'une jubilation finalement qui s'exprime de toutes sortes de manières avec des œuvres formidables, et vraiment c'est une exposition à voir. Eh bien, moi, je suis d'accord avec Sylvie Losberg. C'est une exposition à voir. Alexandra De Troo, Sylvie vient de le dire, entre les tradwives, les traditionnelles épouses, plus que femmes d'ailleurs, et les féministes, il y a vraiment beaucoup de choses à étudier. Dans votre cas, en sexologie en tout cas, dans les couples que vous recevez aujourd'hui,
Où est la place du clitoris dans les personnes qui viennent vous voir? Alors, la place du clitoris a posé problème jusqu'il n'y a pas si longtemps, puisque grâce aux travaux d'Hélène Connell, dont tu parlais tout à l'heure, en fait, le clitoris a vraiment repris sa juste place en fait, au sein des couples, dans la mesure où maintenant on sait que ce n'est plus le vagin qui est à l'origine du plaisir. Parce que durant le XXe siècle, il y a eu beaucoup de théories. En fait, le fameux point G. Le fameux point On a G. tout cherché sans le trouver véritablement, mais non, il n'existait pas. Il n'existe pas, puisque Hélène O'Connell aussi, effectivement, en 2017, en fait, réalisé aussi des travaux de dissection sur une dizaine de femmes, enfin des cadavres de femmes, et elle a mis fin à cette controverse puisqu'elle n'a pas découvert ce fameux point G. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on parle de sensations orgasmiques au niveau du vagin, parce que c'est lié, en fait, aux stimulations par le vagin des racines du clitoris ou les piliers, ainsi que ses bulbes. Toujours le clitoris. Oui, donc en fait, là, voilà. un orgasme ressenti au niveau vaginal est en fait un orgasme clitoridien. Les fameuses différences qu'on faisait, et historiquement, Laurence Rosier, même Freud disait que l'orgasme clitoridien était dévolu aux jeunes Mais filles. surtout Freud, parce que Surtout Freud. c'est lui. Alors, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai que Freud a mis le focus sur la question de la sexualité. Donc là, c'est vrai qu'il a ouvert des portes, mais avec évidemment un esprit de son temps. Et c'est clair qu'il a, à ce moment-là, érigé l'idée que la sexualité clitoridienne était une sexualité de petite fille. On voulait un pénis, et puis on devait passer à autre chose, on devait passer à la sexualité. Voilà, la grande fille, c'était la sexualité vaginale. Et pendant très longtemps, on a été prisonnière de ce discours, mais qui aujourd'hui... On l'est toujours. Est-ce qu'on est toujours, Alexandra, prisonnière de ce discours? Alors, heureusement, moins. Moi, je vois dans ma consultation énormément de femmes qui viennent et qui me demandent mais comment est-ce que je fais pour obtenir un orgasme vaginal? Je dis écoutez, non, il n'y en a pas. Il n'y a peut-être pas besoin. Il n'y a pas besoin non plus. Ce n'est pas indispensable. Une femme n'a pas besoin d'être pénétrée pour obtenir du plaisir. Donc ça, je crois que c'est important de le rappeler parce que il y a toujours cette idée que les femmes en consultation viennent en disant voilà, j'ai des douleurs, je n'ai pas envie d'être pénétrée, mais mon compagnon, quand il s'agit de couple en tout cas hétérosexuel, demande en fait effectivement à ce qu'il y ait des rapports sexuels avec pénétration. Ou lui aussi, peut-être qu'on imprime aussi aux garçons depuis toujours d'avoir un membre énorme et de pouvoir faire jouer la femme avec ce membre énorme, surtout s'ils consomment un peu de porno, et ce que les jeunes font aujourd'hui, où c'est pas la réalité. Pénétrer, c'est viril, effectivement, et donc ça peut générer des frustrations, des difficultés pour les hommes lorsqu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des rapports sexuels complets avec leur partenaire. Et donc, effectivement, tout le travail consiste à inviter aussi hommes et femmes en consultation pour essayer de réfléchir, de penser la sexualité autrement que uniquement de se dire, voilà, la sexualité, ça se résume à une pénétration. Donc, on peut avoir du plaisir de toute autre façon. Et la plupart des couples, d'ailleurs, ont cette tendance de penser que un couple ne peut pas fonctionner s'il n'a pas de vie sexuelle. Alors ce fameux, moi ça m'étonne toujours, mais ce fameux terme de devoir conjugal, il est encore bien présent. Il est encore bien on le présent. dit, il y a des tradwives, mais il y a nous toutes aussi, je veux dire, ce devoir conjugal, vous essayez quand même un peu de déconstruire aussi. On essaie de déconstruire ça parce qu'effectivement, ça m'a toujours fort frappé. C'est chez des jeunes femmes aussi, en fait, qui viennent en consultation avec cette sensation d'avoir l'obligation, effectivement, de faire plaisir à leur partenaire. Et elles en oublient qu'elles elles ont des droits aussi, des droits de dire non, des droits aussi au plaisir. Mais donc, en fait, elles vont d'abord prioriser le désir de leur partenaire à leur détriment. Et donc, elles viennent seules, en général, en disant c'est ma responsabilité, le problème est de mon côté. Et je dis non, et c'est important que votre compagnon vienne aussi pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et donc, la question du devoir, effectivement, est présente. Et les hommes, effectivement, quand on en discute, ils disent oui, c'est vrai que c'est bizarre quand vous m'en parlez comme ça. J'ai toujours pensé que c'était bien mon droit à moi, effectivement, de pouvoir avoir une vie sexuelle avec ma compagne. Il y a des couples qui se portent très bien sans sexualité et ce ne sont pas des fratries, comme certains craignent de le devenir. Il y a des moments de tendresse et d'affection qu'on ne va pas retrouver dans une fratrie, qu'on peut retrouver au sein d'un couple qui n'a pas forcément une vie sexuelle active. Et puis, bien sûr, on a des couples qui sont très heureux sexuellement, mais ça ne doit pas être le pilier sur lequel le couple doit se reposer, parce que la sexualité étant labile et non acquise, vous avez des tas de problèmes de santé dans le cours de votre vie. Je veux dire, que ce soit des problèmes hormonaux, de santé, prise de médicaments, peuvent effectivement altérer le désir sexuel, provoquer des sécheresses vaginales, entre autres, et empêcher, entraver en tout cas la possibilité d'avoir des rapports sexuels. Donc si le couple se repose là-dessus, c'est bancal. Donc c'est important effectivement de rappeler au couple qu'il y a d'autres sources de plaisir dans leur relation et d'autres valeurs sur lesquelles
ils peuvent se reposer pour donner du sens et une existence à leur relation. Masturbation aussi, quand on parle clitoris, on parle souvent masturbation. Politiquement, la masturbation a été, Laurence Rosier, un sujet d'un tabou exemplaire. On inventait même, on le voit dans l'exposition, des combinaisons pour permettre aux femmes et parfois aux garçons aussi, de ne pas se toucher. Oui, alors dans l'exposition, par exemple, pour savoir des choses sur la masturbation, aujourd'hui il y a des histoires de la masturbation, mais la littérature nous a toujours évidemment ouvert des portes, puisque ce qui était tu pouvait être lu. Hein, il y avait aussi ces livres qu'on ne lisait que d'une seule main. Et la masturbation féminine, il y a eu des ambiguïtés, parce qu'on disait parfois elles peuvent se masturber parce que... Régler l'hystérie. Oui, c'est ça, les fureurs utérines ou ce genre de choses. Mais de nouveau, c'était le contrôle social du plaisir et du désir féminin. On peut dire, on va calmer ces femmes-là. C'est ça. Et alors, à un moment, il y a eu comme appellation, on disait le mépris de l'homme pour nommer le clitoris, parce qu'évidemment, ils se sont, comme Alexandra l'a dit, pas besoin de pénétration. Entre femmes, ça marche très bien aussi. Et donc, il y a quand même quelque chose là, de l'ordre du pouvoir et de la virilité. Vous avez parlé, en effet. Je pense qu'aujourd'hui, il y a malheureusement tout un discours aussi masculiniste, viriliste chez les jeunes, qui joue sur la peur, en fait, la peur de la sexualité, la peur de la performance, la peur de ne pas la voir assez longue. Et c'est vrai qu'elle lettradoive plus ces discours masculinistes, mettent en péril, évidemment, le libre savoir et la libre pratique de la sexualité consentante. Là où on pensait avoir des avancées, il faut toujours se battre, comme disait Simone Veil. Mais Natacha Delocq, est-ce que vous êtes mieux reçue, entre guillemets, notamment avec Éléphantine? Vous parliez aussi de masturbation chez la petite fille, de la découverte de ce petit bouton. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez quand même qu'il y a une ouverture, notamment avec ce livre-ci, il vient de sortir, vous allez le découvrir, et l'expo, auprès des enfants et puis des parents? Oui, en fait, surtout auprès des parents et des partenaires qui utilisent beaucoup les livres dans leurs animations Ivresse. Donc ça, oui, il y a clairement quelque chose qui est en train de changer à ce niveau. Après, il y a aussi tout un mouvement anti-Ivresse qui malheureusement est fort présent. Et vraiment le rappeler pour les téléspectateurs, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, avec des heures qui ont été, c'est bétonné maintenant, dans le réseau officiel, obligatoire, pendant quelques heures sur l'année pour certaines classes d'éducation. 2 heures en 3e secondaire et 2 heures en 6e secondaire. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Et donc, si on est malade ce jour-là... Et donc les anti-Evras, ils pensent qu'on va influencer les enfants à se masturber ou à devenir non-genrés, alors que c'est pas du tout ça, en fait. Déjà, dans les livres pour enfants, on n'explique pas la sexualité des adultes, on n'explique pas comment on fait des enfants. C'est l'enfant qui est en train de se découvrir. Ça ne le regarde pas de savoir comment les adultes font l'amour. Et d'ailleurs, en général, si on en parle, ils font burk. Donc là, il faut vraiment comprendre aussi que l'ivresse, c'est pas expliquer comment les adultes font l'amour, c'est expliquer à l'enfant sa constitution, tout simplement, sa constitution, son anatomie sexuée, quoi. Est-ce que dans vos pratiques et au quotidien, toutes les trois, à quel niveau, à quel degré on remarque que le clitoris aujourd'hui peut devenir aussi un formidable instrument féministe de combat? Est-ce que les jeunes et les moins jeunes s'en emparent aisément? Laurence et puis Alexandra. Oui, je pense aussi, et ça c'est peut-être le rôle de l'expo, d'avoir mêlé le côté éducatif, historique, scientifique et artistique. C'est qu'il y a cette médiation. Moi je passe souvent par la littérature ou par des représentations artistiques, parce que ça permet de débloquer quelque chose. On est quand même encore très tabou. On ne peut pas non plus effrayer pour parler de la sexualité. nos partenaires. On n'est pas contre eux, on est avec eux. Donc non, tout à fait. Il y a ce symbole d'empowerment, mais qui peut être ludique aussi, même si évidemment il y a des côtés très graves aussi. On parle de l'excision dans l'expo, etc. Mais oui, je pense qu'il y a aussi une prise en charge finalement d'un couple. C'est 2 personnes, en tout cas la base, et la sexualité, elle se construit avec 2 personnes, qu'elles soient asexuelles et donc cette idée que garçons et filles sont égaux. Et libres de leurs désirs et de leur plaisir, que l'orgasme n'est pas obligatoire, etc. etc. Et donc, toutes ces idées reçues aussi qu'on a, je pense que moi, en tout cas du côté de l'éducation, c'est des choses dont je parle avec mes étudiants. J'ai un cours sur la littérature érotique et pornographique, on aborde ces questions et je pense que voilà, ils en ont besoin. On vous parlait d'excision, les mutilations génitales féminines, d'après l'OMS, c'est encore 200 millions de filles et de femmes aujourd'hui. Et on apprend dans l'exposition, et puis dans votre livre aussi, que finalement,
chez nous, dans les siècles passés, justement pour gérer l'hystérie des femmes, on a pratiqué cette Pas en très grand nombre, mais oui, bien entendu. Ça, c'était aussi pour réévaluer l'idée que l'Occident serait forcément... et pas du tout, on est passé par là. Etc. Donc ça, c'était vraiment pour remettre les pendules à l'heure. Mais c'est clair qu'on ne pouvait pas ne pas aborder ce problème. Et heureusement, le GAMS nous a beaucoup aidé, évidemment, puisqu'il y a toute une alcôve sur ces questions de mutilation génitale. Vous parliez, Alexandra, que vous recevez beaucoup de femmes seules qui viennent d'abord un petit peu chez vous pour poser les bases de leur questionnement. Quand les partenaires les rejoignent ou quand les partenaires sont là, qu'est-ce qu'ils disent, eux, de cette réappropriation du clitoris? Est-ce qu'ils sont effrayés? Est-ce qu'ils disent, oui, pas de problème, on n'en a jamais eu peur, nous, bien sûr. Alors, il peut y avoir quelques résistances, évidemment. Il y a une ouverture aussi, sinon ils ne viendraient pas en consultation. Donc, je pense que c'est important de donner aussi la place aux hommes, leur donner la parole également, parce que de leur côté, je pense qu'ils ne sont pas non plus totalement tranquilles avec toutes les pressions aussi sociales, justement, pour être... C'est quoi être un mec? C'est quoi être un homme aujourd'hui? C'est être viril. Je pense qu'on confond beaucoup la masculinité avec la virilité. Il y a des hommes qui peuvent ne pas avoir d'érection. Il y en a qui ont très peur, effectivement, de ne plus être des hommes, alors qu'en fait, non, on peut être un homme sans être viril, je veux dire, c'est tout à fait possible, et porter, je veux dire, avoir des traits peut-être plus féminins, d'accueil, de bienveillance, ça n'en fait pas moins un homme. Donc, je crois qu'il y a cette peur-là qui est fort présente chez eux, et donc là aussi, c'est important de déconstruire chez eux aussi cette notion de virilité, comme on déconstruit aussi cette notion du devoir conjugal, cette obligation de prendre soin de l'autre chez la femme. Donc, en fait, il y a un travail à faire de chaque côté, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le couple est vraiment, évidemment, une bulle très privée. On a beaucoup parlé du consentement ou du viol et les combats féministes auxquels nous sommes arrivés. Mais au sein du couple, la question de consentement, elle est réelle aussi. Alors, elle est réelle. Elle est difficile à mettre sur la table. Elle est vraiment difficile. C'est ça qui est très particulier parce que on sait que le consentement est inscrit dans la loi depuis le 21 mars 2022, donc c'est comme quelque chose qui est important. Mais aussi au sein du couple. Au sein du couple, je pense que c'est une règle qui a du mal à pénétrer, si je puis dire. Je peux utiliser ce terme-là. Vous vouliez tout à l'heure avec Natacha, pénétrer. Il n'y a pas que Laurence qui est vulgaire, finalement. Et donc, oui, on doit vraiment faire réfléchir. Il y a tout un travail de déconstruction et de rappeler, effectivement, qu'une femme a, bien sûr, le droit au plaisir, mais les hommes vont revendiquer leur droit au plaisir aussi, en fait. Donc, c'est très compliqué. Il y a des tensions et des conflits en disant, oui, mais elle a moins envie que moi, mais moi, j'ai envie, qu'est-ce qu'on fait de mon désir? Alors, les femmes sont là en train de dire, oui, il a des besoins tout de même, il faut quand même y répondre. Moi, je réponds toujours à ça. Écoutez, la sexualité, la pénétration, l'orgasme n'est pas un besoin primaire. Aucun homme n'est mort parce qu'il n'a pu pénétrer une femme. Donc ça, je crois que c'est quand même important de le rappeler. Maintenant, on essaie de ramener aussi les hommes à l'expression de leurs émotions. Parce que moi, je remarque quand même que les hommes ne sont pas toujours très présents en consultation. C'est souvent les femmes qui viennent consulter, parler de leurs émotions. Et les hommes ont plus de difficultés de ce point de vue-là. Donc, ils expriment plus volontiers, je dirais, des frustrations et de la colère. Mais quand on creuse un peu avec eux, on essaie d'élargir un petit peu, de ne pas s'enfermer dans l'entonnoir de « je désire et j'ai des frustrations, je ne suis pas respecté, moi, dans mes besoins à moi », enfin, ce qu'ils prétendent être des besoins. Et en fait, on ouvre un peu le champ, en fait, et on ne s'enferme pas, en tout cas, dans cette idée que oui, mais moi je suis frustrée, j'aimerais bien avoir ce que je veux et je ne l'ai pas. Donc voilà, mais bon, là on revient sur l'histoire personnelle. Là, on est dans l'intime, Laurence et Natacha. Quand on élargit le prisme plus politique, dans les pays et les États qui sont aux prises avec des partis politiques d'extrême, notamment droite, Hongrie, Pologne, qui interdisent l'avortement et autres, est-ce qu'on est vraiment là sur une récupération politique de ce plaisir féminin pour cadrer la femme, pour la remettre dans sa cuisine et ne plus en sortir? Est-ce que vraiment c'est un enjeu qui fait peur aussi? Oui, parce que les femmes ont lutté de tout temps pour justement pouvoir occuper l'espace public, l'espace politique, que leurs paroles puissent porter, et on cherche à les ramener à la sphère d'une intimité qui ne serait pas politique, ou qui est politique autrement, politique réactionnaire et conservatrice. Et donc, il y a un vrai enjeu, je pense, à ramener encore cette question, et pas en effet se dire, c'est une exposition un peu grivoise. Non, il s'agit de liberté, véritablement. Il s'agit de liberté, d'afficher en effet des désirs ou des non-désirs. C'est clair que quand on parle du couple, moi je travaille beaucoup sur les violences, on sait qu'il se passe dans le couple des choses qui sont inadmissibles et qu'on accepte parce qu'on se dit qu'on est dans le couple, que ce soit des violences sexuelles. Et là, la question du consentement, en effet, elle traverse
toute l'exposition pour vraiment rappeler... Parce qu'il y a la loi qui, pour nous, Bien chez sûr, nous, tout à fait. est Oui. tout à fait positive, mais il y a les mentalités qu'il faut changer. Oui, bien comme disait sûr, oui, Alexandra. et en effet, ce retour quand même à des anciennes normes, parce que simplement, je pense que toute une série, par exemple, d'hommes qui sont violents avec leurs femmes, c'est parce qu'en fait, ils disent oui, mais ma mère n'était pas comme ça, et elle veut de la liberté. Et que donc, cette liberté, cette revendication, ces noms qu'elle pose, les perturbe beaucoup, et souvent, la seule réponse qu'ils ont, c'est de taper, enfin, Alors dans une que partie. ne dépendra pas de ça, leur disparition ou la disparition des futures générations. On continuera à faire des enfants, même si on a du plaisir, Natacha. Oui, certainement. Oui, certainement. Est-ce que vous avez prévu un autre livre Vous allez explorer quelle partie du corps féminin la prochaine? Ça, je ne sais pas. Moi, je suis en train de préparer un bouquin sur la riposte féministe après l'insulte. Et le blason des corps féminins mis en avant sera, en tout cas, il y aura une partie qui sera consacrée. Alexandra. Oui, je voulais ajouter que les femmes qui assument et qui affirment en fait leur droit de dire non dans un couple, qui ouvrent le dialogue avec leur partenaire, en fait, ont plus de chances en fait de retrouver une sexualité épanouissante que celles qui restent enfermées, en tout cas dans ce sens. Ça ne se termine jamais bien. Non, quand absolument on se pas. bloque et que... Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de transmettre ce de dire message ça, aussi. d'oser parler. D'oser parler, d'oser dire non, d'expliquer oui, pourquoi, d'entendre la frustration qu'il peut y avoir juste en face, mais surtout de se dire, voilà, j'ai le droit de dire non, ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus, parce que les femmes ont aussi très peur, en fait... Les hommes ont peur de ça aussi. Les hommes ont peur de ça aussi. On a aussi Absolument. idéalisé le désir Exactement. absolu. Si tu me désires plus, tu ne m'aimes plus. Voilà. C'est pas vrai non plus. Non, ce n'est pas vrai non plus. Il y a des femmes qui ne désirent pas leur partenaire Et qui l'aiment. et qui continuent de les aimer. Et donc il y a vraiment un malentendu aussi énorme à ce sujet. Et donc je crois que c'est important aussi de reformuler, de recadrer tout ça et de dire non, on a le droit de refuser d'avoir une activité sexuelle. On peut s'amuser en couple autrement. Et je pense que quand on retrouve cette Ça peut être complicité, une période aussi. Oui, c'est sur des passages à vide qui peuvent arriver dans tous les couples. Et ça, je crois que c'est très important de le rappeler aussi. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. Mais vous le disiez, il y a des couples qui font l'amour tous les jours mais qui ne s'aiment pas, et des couples qui s'aiment Voilà. énormément. Et Exactement. Natacha, où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Bien, pour l'instant, c'est sur ma boutique en ligne, enfin la boutique des Néanais. Lesnéanais.be. Voilà. Voilà. Voilà, je n'ai pas encore fait les démarches auprès de librairies, Oui, etc. il est tout chaud, il vient de Il est- sortir. voilà, exactement. Sur notre site internet, évidemment. Et puis alors, Laurence et Natacha, donc l'exposition, elle court jusqu'au, mes petites notes, 7 juin. 7 juin. Oui. Oui. Ne pas oublier que du 1er au 15 avril, nous sommes, c'est les vacances. C'est fermé, c'est l'UNIF, C'est fermé, ce c'est sont les l'UNIF. vacances. Mais voilà, nous vous attendons nombreux et nombreuses. Salle Allende à l'Université libre de Bruxelles, ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'être étudiant ou de Non, pas famille du tout. d'un Non, étudiant, non, c'est non, vraiment non. ouvert et gratuit. Oui, tout à fait. Entièrement gratuit, c'est important de le préciser. Merci à vous trois d'avoir été Du là mardi au aujourd'hui. samedi. C'est du mardi au samedi, Du mardi au samedi. de midi à 18h. D'accord, dimanche c'est repos, comme beaucoup. Merci beaucoup Natacha Delocte, Laurence Rosier et Alexandra Detro d'avoir été là aujourd'hui avec nous pour parler de ce clito. Il y a aussi à l'expo des petits bâches, comme ça on peut arborer fièrement ce petit clito qui est nôtre. Merci à vous d'avoir choisi de nous suivre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous aussi excitant et vulgaire. Laurence sera là encore. Merci à vous, à tout bientôt. Merci.